Donc l'association française transhumaniste Technoprog a pour but d'amener le débat sur le transhumanisme dans la société francophone, dans l'espace francophone. Et donc on discute de ce sujet-là, le transhumanisme, c'est-à-dire le dépassement de la nature humaine par la technologie, à l'aide de la technologie plutôt. Et Technoprog existe parce qu'on lutte également pour que ces technologies-là, quand elles seront rendues possibles, ce n'est pas encore tout à fait le cas, soient disponibles pour un maximum de personnes, qu'il y ait une certaine répartition égale de l'accession à ces technologies. Voilà. Je vous remercie et puis bonne conférence. Bonjour et merci à tous d'être venus assister à cette conférence. Je tiens également à remercier l'équipe du Dernier Bar pour leur accueil et leur aide pour l'installation, ainsi que mes collègues de l'association pour leur aide précieuse. Alors je suis Nicolas Sabin, alors moi j'ai une histoire avec le transhumanisme, une démarche intellectuelle qui m'a amené au transhumanisme qui est différente de la plupart des gens qui se disent transhumanistes. C'est qu'à la base, je suis un passionné des sciences de l'évolution, notamment de la paléontologie, de l'évolution des espèces, de la phylogénétique qui est la classification des espèces en fonction de leur lien de parenté. Et notamment je me suis beaucoup intéressé aux œuvres de l'auteur anglais Richard Dawkins. Et j'ai eu une prise de conscience en lisant son livre Le phénotype étendu sur la question des timelines évolutifs, et je me suis rendu compte que l'espèce humaine était dans ce cadre, que l'espèce humaine était plongée dans un timeline évolutif, et c'est ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui dans le cadre de ma conférence. Alors le Dernier Bar a déjà accueilli des conférences transhumanistes par le passé, notamment le 27 mai dernier, Didier Kernel et Monsieur Phil ont donné une très bonne conférence sur la question des risques existentiels pour l'espèce humaine. Et aujourd'hui on va voir un risque existentiel en particulier qui est lié à la nature de l'être humain en elle-même, et vous allez voir qu'on est vraiment dans la mouise, pour ne pas dire autrement, du fait de notre propre nature. Alors j'ai décidé d'organiser cette conférence selon les 7 parties du livre que je suis en train d'écrire, que j'écris en anglais et en français. Il s'appellera Héritage imparfait, ou Flawed Legacy en anglais. Dans le premier chapitre, je me charge de contextualiser la question de timeline évolutif dans les sciences du vivant en général, c'est-à-dire sans s'apesantir sur l'espèce humaine, sur qu'est-ce qu'est un timeline évolutif et quelles sont les bases de connaissances dans les sciences de la vie qui sont nécessaires pour comprendre ce concept. Ensuite, je dresse un portrait évolutif de l'humanité. Sous quels facteurs l'humanité a évolué et à quoi elle est adaptée à faire face naturellement dans sa niche écologique, on dit. Ensuite, j'aborde le contexte vraiment du timeline évolutif humain à proprement parler, avec l'apparition des civilisations et de la modernité. C'est là qu'il y a vraiment une cassure entre la nature humaine et ce qui est devenu l'humain grâce à la technologie. Ensuite, du coup, on va aborder les bases biologiques ultimes du timeline évolutif humain. Donc, on parle souvent des problèmes du XXIe siècle, de la pollution, du réchauffement climatique, des guerres et de tout ce qui pourrait venir, de la menace nucléaire. Mais on étudie en général souvent que les causes proximales, et la cause ultime est vraiment ce timeline évolutif est vraiment codé dans le génome humain en quelque sorte. Ensuite, on verra comment le transhumanisme, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles biotechnologies pour améliorer l'être humain, pourront nous permettre de dépasser ce timeline évolutif, et en quoi, dans les 2 derniers chapitres, il faut une révolution conceptuelle, une révolution idéologique pour faire prendre conscience au peuple, aux gens de cette problématique. Et enfin, comment je compte organiser un groupe international de l'État, Human Evolutionary Timeline Awareness Raising Movement, en partenariat avec l'AFT, pour concrètement lier ensemble des scientifiques qui recherchent sur les différents thèmes concernés par le timeline évolutif et générer une prise de conscience collective. Alors avant de parler de timeline évolutif, il y a quelques bases à connaître sur les sciences de l'évolution. D'abord, qu'est-ce que la vie ? Eh bien, la vie, c'est réplication d'une information
sur plusieurs générations, avec ce qu'on appelle la sélection naturelle et les mutations. C'est-à-dire que l'information va changer, et si le changement de l'information est bénéfique, il va passer aux générations suivantes, sinon il va être supprimé. Dans le cadre de la biosphère terrestre, alors peut-être que la vie existe ailleurs dans l'univers, et peut-être que dans ce cas-là, l'information sur laquelle elle est basée est différente de la nôtre, c'est très probable. Dans la biosphère terrestre, cette information consiste en un génotype, c'est-à-dire une séquence de nucléotides ATCG dans le génome, qui va être traduit en un phénotype au niveau des ribosomes dans chaque cellule, une séquence acide aminé qui va avoir une fonction, c'est ce qu'on appelle une protéine, et selon l'effet phénotypique de cette protéine, le gène va être sélectionné ou pas. Donc il y a le phénotype à plusieurs niveaux, le phénotype moléculaire directement ce que fait la protéine dans la cellule, ensuite le phénotype cellulaire, la cellule spécialisée par tout son phénotype moléculaire, l'importance qu'elle va avoir dans l'organisme, et ensuite le phénotype macroscopique, vraiment à l'échelle des organes, et on peut même aller plus loin avec l'idée du phénotype étendu de Richard Dawkins, c'est-à-dire l'effet que les gènes ont à l'extérieur de l'organisme. Par exemple, Richard Dawkins prend l'exemple du castor. Le castor, comme vous le savez, va construire des grands barrages, et les gènes qui sont responsables de la construction de ces barrages sont présents dans le génotype du castor. Et donc le barrage, même s'il ne fait pas partie de l'organisme du castor, est un phénotype du castor. C'est un phénotype étendu, ce qu'on appelle ça. Alors voilà, donc c'est très bien de savoir que le génotype est composé d'adénine, guanine, cytosine, thymine, et de savoir qu'il y a un phénotype derrière. Mais au final, ultimement, qu'est-ce que code le génotype? Eh bien, d'après Richard Dawkins, l'information codée par le génotype concerne la survie. Plus précisément, elle contient les manières de survivre et de se reproduire, et là c'est important, dans les conditions qui prédominaient au cours des générations précédentes. Si les conditions de survie pour la génération en cours sont différentes des conditions ancestrales, l'information génétique est inadaptée. Dans les cas extrêmes, l'espèce va s'éteindre. En revanche, tant que les conditions qui prédominaient pour les générations passées n'étaient pas trop différentes des conditions présentes, l'information du génome est utile. Le génome, cet ensemble d'informations ancestrales, peut être assimilé à un manuel de survie pour le présent, une sorte de bible familiale des conseils d'hier pour survivre aujourd'hui. Avec un peu de licence poétique, on peut dire que l'information qui passe dans le génome sous l'action de la sélection naturelle décrit les environnements ancestraux dans lesquels les générations antérieures ont survécu. Ça, c'est Richard Dawkins dans The Information Challenge. Donc, comment l'environnement va permettre à cette information, va adapter cette information? Donc, le concept dont on a besoin maintenant, c'est celui de niche écologique. Là, on a par exemple l'exemple dans les arbres. La niche écologique, c'est l'ensemble des éléments de l'environnement, que ce soit les ensembles de l'environnement biotique ou abiotique, c'est-à-dire les autres êtres vivants, que ce soit les proies, les prédateurs, les compétiteurs ou les facteurs abiotiques, c'est-à-dire la pression atmosphérique, la température, l'hygrométrie, l'exposition lumineuse, tout ça. Tous ces facteurs vont influencer sur le taux de la survie de l'espèce. Et une espèce n'est jamais complètement adaptée à sa niche écologique, c'est-à-dire à l'ensemble des facteurs de... Si je veux un exemple concret de niche écologique, vous avez par exemple ensuite le super prédateur africain, c'est le lion. Dans sa niche écologique, il y a tous les paramètres physiques auxquels il est soumis, il y a les gazelles, les zèbres, les proies, les compétiteurs, les autres lions. Il n'y a pas de prédateurs, sauf si vous en produisez d'humains, bien entendu. Notre niche écologique, dans le même environnement, on peut avoir un lombric ou un ver de terre ou un insecte qui vit dans le même environnement que le lion, mais qui va être influencé par d'autres organismes et qui va être plus influencé peut-être par les facteurs abiotiques et donc du coup n'a pas du tout la même niche écologique que le lion. Et une espèce n'est jamais complètement adaptée à sa niche écologique. Il y a toujours ce qu'on appelle un lag load, c'est-à-dire la différence de fitness ou d'adaptation optimale du génotype théorique parfait, si l'espèce avait une génétique parfaitement adaptée à son environnement, et le génotype qu'on constate actuellement, qui, comme on a vu tout à l'heure, a toujours un lag d'au moins une génération avant l'environnement actuel.
Et on dit qu'il y a maladaptation quand il y a prévalence chez une espèce d'un phénotype qui ne conduit pas au plus haut degré d'adaptation parmi les différents phénotypes qu'on trouve chez cette espèce dans ce milieu. Et la maladaptation poussée à l'extrême donne le time lag. Alors le time lag, c'est un terme qui a été pour la première fois utilisé par l'ornithologiste anglais Lack en 1966 pour décrire un contraste entre le nombre d'œufs dans les couvées de fous bassants qu'il observait dans le milieu et la couvée qui serait idéale, qui serait vraiment adaptée. Il trouvait qu'il y avait une différence. Et donc du coup, selon lui, le nombre d'œufs dans les couvées de fous bassants était dû à l'action de gènes qui avaient été sélectionnés dans un environnement ancestral et donc du coup ne sont pas adaptés à l'environnement moderne. Avec l'avènement des nouvelles technologies, on constate beaucoup de time lag évolutif dans le monde vivant à cause des nouvelles technologies humaines. Par exemple, un cas très connu, c'est le cas des insectes nocturnes, notamment des phalènes, des papillons de nuit, qui sont attirés par les lampes, qui viennent se brûler et mourir sur les lampes, les bougies et toutes les sources de lumière humaines parasites, parce ces animaux ont évolué pendant des millions d'années dans un environnement dans lequel ces sources de lumière n'existaient pas. Et la méthode de géolocalisation que ces insectes ont trouvée, c'est de se repérer par rapport à la lumière des étoiles. Et en suivant la lumière des étoiles, ils arrivaient à trouver leur chemin. Et le problème, c'est que les lumières parasites humaines sont apparues en un claquement de doigts évolutif. Et donc ces insectes n'ont pas pu s'adapter. Et donc du coup, ils meurent bêtement comme ça, en brûlant sur les lumières humaines. Un autre exemple, c'est le hérisson. Le hérisson a évolué une super tactique de protection contre les prédateurs qui est de se rouler en boule. Et comme il est couvert de piquants, ça repousse n'importe quel prédateur. Ça repousse un serpent, ça repousse un loup, ça repousse un renard, un sanglier. Mais ça ne repousse pas une voiture qui arrive quand il traverse une autoroute. Et donc du coup, il meurt bêtement écrasé alors qu'il pourrait s'enfuir en courant. Ce sont des exemples de time lag évolutif. Alors, Richard Dawkins, dans The Extant Phenotype, il a fait des études étendues grâce à un très très beau portrait de ce problème de time lag évolutif, et c'est ce qui m'a ouvert les yeux à la question, et notamment quand on considère ensuite l'être humain. Donc le time lag évolutif peut mener à l'extinction, ou pseudo-extinction ou transformation phylétique si l'espèce ne disparaît pas et si elle évolue à une nouvelle espèce. Donc il faut que le time lag évolutif soit pas trop important pour que l'espèce puisse avoir le temps d'évoluer. D'après le très regretté David Roth, qui est un grand paléontologue qui s'est éteint en 2014, il est incroyable de constater que même les biologistes de l'évolution ont accordé presque aucune attention aux extinctions. De longs monographes et manuels ont été écrits sur la spéciation, c'est-à-dire la séparation d'une espèce en deux espèces filles par sélection naturelle. Et des carrières entières ont été bâties sur ce sujet, mais les extinctions sont tout de plus vaguement abordées. C'est un peu comme si un démographe étudiait une population ne tenant compte que des naissances et non des décès. Et je pense que cet intérêt pour les extinctions et les time lag est très important, notamment quand on concerne l'espèce humaine qui est directement confrontée. C'est ce qu'on va commencer à faire à partir de la partie 2, en traitant de l'environnement d'adaptation évolutive de l'être humain. Alors l'environnement adaptatif de l'être humain, c'est un terme qui vient du domaine de la psychologie évolutive, c'est-à-dire l'étude des comportements humains dans un cadre darwinien, c'est-à-dire l'étude des comportements humains en tenant compte des facteurs qui ont abouti à la sélection de ces comportements. Et donc, ces comportements sont dus à des algorithmes à domaine spécifique présents dans les cerveaux humains qui ont été façonnés par la sélection naturelle. Et selon le psychologue évolutif David Buss, les humains sont des fossiles vivants, des collections de mécanismes produits par d'anciennes pressions sélectives ayant opéré sur une longue lignée d'ancêtres. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'activer et exécuter ces mécanismes si ça suffit. Donc quel était cet environnement en particulier? Eh bien, il faut remonter jusqu'au Pliocène, il y a 4,5 millions d'années, à l'apparition des premiers australopithèques. Alors, à quel environnement quelle était la niche écologique de ces animaux? Eh bien, ils étaient en train de s'adapter à la
protection des milieux forestiers en Afrique de l'Est. Et donc pour ça, ils ont dû s'adapter, ils ont dû passer d'un mode de vie arboricole à un mode de vie terrestre qui était beaucoup plus difficile pour eux, pour faire face à ce milieu, ils ont dû faire preuve d'ingénuité, donc développer leur système nerveux central, leur cerveau et leur comportement. Et après 2 millions d'années à peu près de crapahutage dans la savane, ils sont devenus des humains de l'espèce Homo habilis, et ils ont développé les premières industries lithiques, c'est-à-dire les premières fabrications d'outils à grande échelle. Ce qui a nécessité une modification profonde de l'intellect humain et qui a demandé notamment le développement de la faculté à prévoir dans le temps et à adapter le comportement présent à un futur potentiel. Donc, il y a 1,6 million d'années, Homo habilis devient Homo erectus. Les traditions lithiques deviennent plus sophistiquées, on les appelle les traditions acheuléennes, du nom de la région en France dans laquelle ils ont été découverts. Ils utilisent le feu, et ils ont une organisation bien plus complexe, ils commencent à chasser des gros animaux. Il faut savoir que jusque-là, les Australopithèques et les Homo habilis avaient des manières de se procurer leur subsistance très limitées. Ils étaient contraints d'avoir un mode de vie de charognard et de cueilleur. Ils n'étaient pas capables de chasser les grosses proies. Et l'Homo erectus bouleverse ces traditions-là. Il commence également à développer le langage et donc une organisation sociale plus complexe. Ensuite, il y a entre 200 000 et 400 000 ans, on a Homo sapiens, enfin les humains de type moderne, avec un encéphale moderne de 1300 cm3, qui apparaissent. L'évolution culturelle s'accélère avec le développement de nouvelles armes et de nouveaux outils, avec les lances, les couteaux et autres objets de l'industrie de type levallois-moustérien. Alors la raison pour laquelle j'ai parlé de toutes ces industries-là, qui caractérisent le genre Homo, l'industrie oldowoyenne qui caractérisait Homo habilis, l'industrie acheuléenne qui caractérisait Homo erectus, et enfin l'industrie type levallois qui caractérisait les premiers Homo sapiens, c'est que pendant plus de 2 millions d'années, entre 2 millions d'années et 200 000 ans, l'être humain ne connaissait que ça, au niveau industriel, au niveau technique. Tout ce que savait faire l'être humain était limité au taillage de la pierre, à l'industrie lithique. Et c'est pendant toute cette période que ce qu'on appelle les algorithmes à domaine spécifique, qui constituent l'ensemble des habitudes comportementales humaines, ont été développés. Alors il y a une autre lignée, il y a entre 40 000 et 10 000 ans, c'est-à-dire à l'extinction du Pléistocène, l'être humain est devenu un super prédateur et a poussé à l'extinction de nombreuses formes d'organismes qu'on appelle la mégafaune. Donc en Australie, en Amérique du Nord, en Afrique, énormément d'animaux se sont éteints du fait de la surchasse et de la compétition avec Homo sapiens, notamment avec des techniques comme le propulseur ou encore la chasse au filet. Alors, est-ce qu'on peut parler déjà donc, des luttes de time-lag évolutif humain à cette époque? J'en suis pas sûr, puisque l'être humain ne menaçait pas vraiment sa propre survie à l'époque. En revanche, on peut parler de time-lag en ce qui concerne ces animaux-là qui sont éteints, qui n'étaient pas adaptés à faire face à la pression sélective humaine, qui était beaucoup trop pour ce qu'ils pouvaient endurer. Alors, il y a une autre lignée de travaux qui sont intéressants pour comprendre le milieu dans lequel est censé vivre l'être humain. Ce sont les données ethnographiques et ethnologiques, c'est-à-dire l'étude des peuples de chasseurs-cueilleurs modernes. Ce que nous apprennent ces études, c'est que l'être humain vit dans des groupes maximum régionaux de 100 personnes à peu près, et en revanche les humains passent l'essentiel de leur vie dans des petits groupes de maximum 28 personnes, et c'est la taille du groupe optimum dans lequel l'être humain a vécu pendant pratiquement toute son histoire évolutive, ce qui fait que
les grandes villes, les civilisations, tout ça qui sont arrivées par la suite, sont arrivées, entre guillemets, comme un cheveu sur la soupe, par rapport à toute cette histoire évolutive d'êtres humains vivant un petit tribu tribal. Aussi, les chasseurs-cueilleurs ont un taux de croissance moyenne de leur population qui est relativement comparable à celui des civilisations modernes, c'est-à-dire d'à peu près 1,1%. Il a été théorisé que la raison pour laquelle les chasseurs-cueilleurs modernes ont un tel taux de croissance est due aux aides internationales et aux relations qu'ils ont avec les cultures modernes. En revanche, les populations de chasseurs-cueilleurs du néolithique avaient un taux de croissance de seulement 0,008%, et il a été théorisé que si les chasseurs-cueilleurs du néolithique avaient un taux de croissance de leur population similaire à celui des Yuan-Si, par exemple, qui sont un peuple de Bushman africain, qui est de 0,5%, c'est un des taux de croissance les plus bas parmi les populations de chasseurs-cueilleurs modernes, eh bien ils auraient atteint 1 milliard d'individus bien avant le XVIIIe siècle, c'est-à-dire probablement à la fin du Paléolithique. Alors, ce que nous apprennent également les peuples de chasseurs-cueilleurs modernes, ce sont les croyances tribales fédératives qui fédèrent les tribus, les groupes d'individus. Alors, on appelle l'intersubjectif des croyances qui sont partagées entre plusieurs personnes. C'est-à-dire le subjectif, c'est la croyance, la pensée d'une personne, et l'intersubjectif, ce sont des croyances, des systèmes qui sont partagés par un ensemble de personnes et qui les unissent. Des exemples de ça, on en a aujourd'hui avec les grandes religions, les corporations, les lois, la monnaie, tout ça c'est un intersubjectif. Et ce sont des habitudes qui découlent de la faculté humaine d'apprendre par mimétisme, c'est-à-dire par imitation des autres, par les valeurs qui sont données des parents à leurs enfants. Et ça nous informe aussi sur comment on appelle ça la faculté humaine à trouver du sens dans le monde vivant, même quand il n'y en a pas, c'est-à-dire à faire preuve de reconnaissance des schémas. C'est une faculté qui a été développée parce que dans la savane, quand on risque d'être pourchassé par un lion et quand on entend des feuillages qui font du bruit derrière soi, c'est normal d'avoir peur et d'imaginer qu'il y a un lion et donc de fuir. Mais cette reconnaissance des schémas est chez Homo sapiens poussée à l'extrême, c'est-à-dire que l'Homo sapiens doit avoir des schémas là où il n'y en a pas, et donc développer des croyances derrière ça. Comme on peut voir, que ce soit des croyances sur les liens avec les morts, les ancêtres, comme on voit ici avec un chaman, un sorcier docteur Yupik, ce sont les peuples de l'Alaska, ou des croyances sur la formation du monde. Par exemple, ici on a une représentation du Dreamtime australien, des aborigènes australiens qui pensent que le monde a été formé par des serpents gigantesques. Alors, civilisation et modernité, timeline évolutif dans tout son ampleur. Voilà l'évolution de la population humaine entre il y a 200 000 ans et 2011. Si ça vous fait pas peur, je ne sais pas ce qui peut vous faire peur. Alors pourquoi y a-t-il un tel time lag et pourquoi la population humaine a tant augmenté ces dernières années? C'est dû à l'accumulation de plusieurs facteurs qui sont les trois grandes révolutions. La première, la révolution agraire avec la sédentarisation qui a eu lieu il y a à peu près 10 000 ans. Et la révolution industrielle du XIXe siècle avec les nouvelles techniques de production et de déplacement. Et la révolution médicale avec Pasteur au XIXe siècle également. Alors vous allez me dire pourquoi vous les groupez les trois en même temps? Il y a une
différence entre quelque chose qui s'est produit à 10 000 ans et quelque chose qui s'est produit seulement au siècle dernier. Au niveau évolutif, quand on voit que nos ancêtres ont commencé à s'adapter à un milieu terrestre il y a seulement 4,5 millions d'années, entre 10 000 ans et un siècle, je veux dire, il n'y a pratiquement aucune différence, c'est un clin d'œil au niveau de l'évolution. Alors les conséquences de ces nouvelles technologies qui sont très bien, moi je suis heureux de vivre dans une société dans laquelle je bénéficie de tous des vaccins, des soins, des nouvelles technologies de production, d'avoir assez à manger sur ma table et tout ça, je ne suis pas en train de les critiquer. Mais quand on prend un peu de recul et quand on regarde les situations humaines dans leur ensemble, on voit que la niche écologique humaine s'est complètement étendue, c'est-à-dire on n'est plus seulement un singe qui crapule dans la savane, on a un impact environnemental considérable, mais malgré ça, nos algorithmes à domaine spécifique sont restés inchangés, c'est-à-dire on a toujours les mécanismes neuronaux qui ont été sélectionnés par sélection naturelle dans ce contexte de chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans la savane. La conséquence de ça, c'est la surpopulation. Et la surpopulation amène destruction de l'environnement et conflits tribaux, qui sont les deux aspects que je vais maintenant traiter. Donc, en ce qui concerne la dégradation de l'environnement, on est en ce moment dans la 6e extinction de masse que la Terre ait jamais connue. Il faut savoir que la Terre a connu 5 éléments d'extinction majeure. Le plus connu étant celui de l'extinction des dinosaures au Crétacé à 65 millions d'années, mais ça n'a pas été le plus meurtrier. On est actuellement dans une crise d'extinction comparable. Le taux d'extinction d'arrière-plan normal en dehors d'une crise écologique majeure est d'environ une espèce tous les 4 ans. Et actuellement, on a à peu près entre 200 et 2000 espèces qui s'éteignent chaque année, d'après la WWF. Donc il y a 3 grands facteurs d'extinction des espèces. Le premier, c'est la chasse directe, c'est-à-dire par exemple, si on constate le marché chinois de la médecine alternative, les braconniers qui vont chasser directement ces rhinocéros par exemple. Le deuxième, c'est l'introduction dans son environnement d'une espèce invasive. C'est ce qui arrive partout dans le monde, surtout dans les îles et en Australie avec les chats et les girafes notamment. Et la troisième est de loin la plus terrible, c'est le fractionnement des environnements, la destruction directe des environnements et la surpollution qui détruisent très rapidement notre mode de vie. Alors là, vous voyez à Hawaï à quoi ressemble la mer, vous voyez les conséquences des industries et de l'industrie du bois en Amérique du Sud. Et le deuxième gros problème après les problèmes environnementaux sont les problèmes dus au tribalisme, la mentalité us versus them et les horreurs du XXe siècle sont un triste avertissement. L'être humain ayant évolué dans des petits groupes tribaux de 28 personnes ne sont pas adaptés aux grands conflits internationaux. Et c'est ce qu'on a pu constater au XXe siècle avec les crimes des nazis, les crimes des communistes, les crimes américains au Vietnam, Hiroshima. Toutes ces horreurs sont dues vraiment à cette mentalité tribale humaine. Alors quelles sont les bases ultimes du tamac évolutif humain? Qu'est-ce qui nous fait nous comporter de cette manière? Eh bien, il faut d'abord considérer le système limbique, qui est un système très ancien situé dans notre cerveau, qui va gérer les émotions. Alors, hélas, les connaissances sur le sujet sont encore très lacunaires, même s'il y a des papiers qui paraissent de temps en temps sur les génétiques de l'émotion. Cela se réduit pour l'instant à savoir dans quel type chez une personne qui a une tendance à être plus stressée que la moyenne, quels sont les gènes qui vont intervenir, ce genre de choses. Mais en développant davantage ces recherches, on pourrait peut-être avoir une meilleure compréhension des génétiques des émotions humaines et de ces algorithmes de données spécifiques qui les règlent. Donc j'ai isolé 3 grands facteurs
biologiques humains qui seraient responsables du time lag. Donc, le premier, c'est le tribalisme. Dans ce super textbook The Neural Basis of Human Belief Systems, les auteurs identifient la source principale comme étant située dans des noyaux situés dans le cortex, l'entremédian préfrontal. Et donc avoir une meilleure compréhension des phénomènes qui se produisent dans cette zone-là pourrait nous permettre de comprendre quelle est la source des comportements tribaux humains et éventuellement de pouvoir les enrayer pour empêcher cette extension par time lag. Le deuxième, c'est l'attachement émotionnel, l'amour et la sexualité. Ça peut paraître assez contradictoire, vu que jusque-là j'ai parlé surtout des problèmes liés à l'agression et au tribalisme. Mais le problème, c'est que tous ces algorithmes qui sont responsables de la manière dont on ressent les attachements émotionnels, la sexualité et tout ça, ont été sélectionnés, encore une fois, dans un milieu de chasseurs-cueilleurs du néolithique ou du paléolithique, et pas un milieu moderne. Et moi, je considère que une part très importante de la surpopulation humaine est liée à ces mécanismes qui sont archaïques. Et je pense que les êtres humains devraient... je ne suis pas en train de nous critiquer, nous, êtres humains, qu'on devrait nous changer et pas vivre comme on vit. Je suis en train de dire que c'est problématique sur le long terme et qu'il faudrait que nos descendants ne partagent pas ces mécanismes-là. Et donc la surpopulation et les problèmes de pollution et de destruction environnementale qui en résultent sont dus notamment à la manière dont nos mécanismes émotionnels gèrent l'attachement émotionnel. Le troisième n'est pas lié directement aux émotions, c'est aussi lié à la manière dont on s'oriente dans l'espace et dans le temps. Richard Dawkins a un terme que je trouve très, très intéressant à ce sujet, qui est le monde intermédiaire, middle world. C'est-à-dire, quand on a évolué pendant des millions d'années dans la savane africaine, on est adapté à se repérer dans l'espace et dans le temps, dans un milieu intermédiaire entre le long terme et le très court terme. Et ce mécanisme d'orientation spatiale est codé au niveau de l'hippocampe, c'est cette région en orange, là, dans le cerveau. Et potentiellement, là aussi, en modifiant ces facteurs, on pourrait s'adapter et guérir de ce time lag. Parce qu'on a nos comportements ont une influence à l'échelle de la planète qui dépasse de loin notre faculté à nous orienter dans l'espace. Et on peut acheter un sandwich dans un magasin à côté, mais le thon qui est présent dans le sandwich ne vient pas de cet environnement-là, il vient dans le bout de la planète. Et on n'est pas adapté à se gérer dans l'espace et le temps comme on le fait actuellement avec la nouvelle technologie. Alors, quelles sont les armes de technologie qui pourraient nous combattre ce time lag? Alors, il y a une approche dont j'ai eu vent de par l'auteur de ce livre, Craig Venter, qui est l'approche biobrique, c'est-à-dire des séquences génétiques identifiées, qui sont utilisées de manière fonctionnelle artificiellement pour modifier un système. Donc pour l'instant, les systèmes modifiés restent des bactéries, mais on pourrait éventuellement développer des systèmes biobriques qui pourraient modifier des cellules présentes dans l'encéphale humain.
et en liant ces technologies avec les recherches sur les cerveaux artificiels notamment, on pourrait créer des cerveaux artificiels et voir en quoi les pathways victimes du time lag pourraient être modifiés par une approche biobrique. Enfin, la dernière approche est celle par la synthèse de chromosomes humains artificiels. Il faut savoir qu'il est très difficile de modifier directement le génome d'une espèce parce qu'il y a ce qu'on appelle la pléiotropie. Il y a des séquences du génome qui vont coder pour plusieurs phénotypes différents. Et donc modifier directement une information peut être très dangereux puisqu'elle peut modifier d'autres mécanismes auxquels on ne peut pas forcément toucher. Et donc la meilleure manière, c'est ce qui est décrit dans ce bouquin, Redesigning Humans de Gregory Stock, la meilleure manière de procéder est d'ajouter un nouveau chromosome qui contiendra uniquement l'information qu'on veut qu'elle soit exprimée par les origines de réplication spécifiques dans le contexte cellulaire qu'on a besoin. Alors partie 6, révolution transhumaniste idéologique. Alors il y a un auteur dont je veux absolument faire référence, c'est Julian Huxley, le frère d'Aldous Huxley, qui a écrit un super bouquin, New Battle for New Vine. Julian Huxley est le père de tous les transhumanismes, c'est le père du transhumanisme, c'est lui qui a créé ce mot. Il croit en cette idéologie, il pense que quand suffisamment de personnes la manifesteront, l'espèce humaine sera sur le seuil d'un nouveau type d'existence, aussi différent du nôtre que le nôtre est de l'homme de Pékin, c'est-à-dire de l'homme préhistorique. Et enfin, on accomplira notre vraie destinée. Alors, à propos de destinée humaine, il y a un autre bouquin que j'aimerais conseiller, c'est The Moral Landscape de Sam Harris, le paysage moral. Alors, dans ce livre, Sam Harris explique que comme les facultés à exprimer des émotions, à ressentir du bien ou du mal sont présentes dans les cerveaux d'êtres conscients et notamment d'humains, la moralité devrait être une discipline scientifique traitée en tant que telle et sous forme de... Donc lui, la métaphore d'un paysage où une action qui est moralement bien provoque un pic de bien-être, un pic de moralité, tandis qu'une action qui est négative provoque au contraire une vallée, une fosse de mal-être, de l'inverse du coup du bien-être. Alors il y a un autre auteur qui a écrit Designer Evolution of Transhumanist Manifesto, c'est Simon Young, dans lequel il manifeste son idéologie de Will to Evolve, ou Evolutionary Existentialism, l'existentialisme évolutif. Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il explique quels sont les adversaires potentiels à l'idéologie transhumaniste, notamment les pré-modernistes, donc souvent l'extrême droite, les personnes qui sont très religieuses et très fermés, très carrés, et au contraire les post-modernistes qui eux ne croient en rien, sont des nihilistes et sont vraiment une anti-philosophie opposée à toute forme de philosophie. Un autre auteur, c'est Zoltan Isvan, dans ce Transhumanism Adventure, qui lui est très libertarien et très égocentrique, mais qui a l'avantage, le point positif d'être très courageux et très vocal dans ce qu'il considère sa mission, qui pour lui est permettre à chaque individu de suivre la route la plus rapide vers son existence la plus puissante et la plus avancée, son objectif principal étant l'anéantissement de tout obstacle se dressant devant lui, notamment la mort. Et donc bien que son idéologie de théologie égocentrique fonctionnelle soit trop égocentrique à mon goût, il y a beaucoup de points positifs dedans, je trouve. Et en faisant une synthèse de toutes ces idéologies diverses et variées, j'ai créé la théologie évolutive, fonctionnaliste, qui, elle, sera basée non pas sur l'évolution de l'individu, mais sur l'évolution de la société et de l'espèce humaine, la faisant progresser, lui permettant de dépasser ce time lag évolutif,
et de progresser sur l'échelle de Kardashev, c'est-à-dire l'échelle des civilisations éventuellement. Et voilà, donc je compte créer un groupe international, ETAM, Evolutionary Time Awareness Raising Movement. Donc on aura un groupe Facebook, un serveur Discord, un site dédié avec forum et un Patreon. Et donc du coup j'espère que vous nous rejoindrez. Et sur ce, merci à tous d'avoir écouté. Maintenant, il y a une phase de questions, de débat avec la salle, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a pas mal de choses qui me dérangent avec ta présentation, surtout dans ta manière que tu vas avoir de discuter, de présenter l'évolution humaine depuis Homo sapiens, en oubliant beaucoup de données, par exemple les données d'hybridation avec les autres espèces Homo et les autres espèces animales qui ont vécu pendant le passé, et en coupant tout l'aspect sociologique de l'espèce humaine et puis des espèces animales. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que la sociologie et l'organisation sociale des espèces vivantes influent leur expression phénotypique et donc leur évolution génotypique à terme. C'est là qu'on a eu l'apparition des animaux eusociaux comme les fourmis et les termites. Et donc l'être humain, s'il s'est stabilisé dans cette structure sociale para-sociale, c'est là où il y a eu un équilibre finalement au niveau des forces sociales. Et tu présentes en fait ce que tu appelles le tribalisme, ce fait de se battre nous contre eux, ce qui est peut-être quelque chose qui est encodé dans le génome, ça j'en sais rien, mais ça me paraît compliqué ta présentation parce que tu ignores justement tout ce spectre social et sociologique sur la forme et sur l'évolution de l'être humain. Et tu le squeezes parce que du coup ça ne rentre pas forcément dans ta présentation et dans ta manière que tu vas avoir de prouver ton point. Alors, c'est pas un aspect que j'ignore forcément, c'est un aspect que j'ai pas vraiment eu le temps de traiter parce que j'étais limité par le temps en fait. Mais oui, j'en tiens compte tout à fait. Il y a certaines évolutions adaptatives qui sont déjà à l'œuvre. Par exemple, la fécondité diminue dans toute l'Europe. Alors on peut dire c'est les perturbateurs endocriniens, c'est sans doute vrai. On peut dire c'est les hormones féminines que prennent les hommes, c'est sans doute vrai. Mais plus globalement, c'est peut-être un processus adaptatif de l'espèce, tout simplement. Oui. C'est dû à nos abondances dans nos sociétés aussi. Oui, à une surpopulation. D'un point de vue sociologique, quand il y a plus d'abondance, il y a moins de reproduction. Il y a plus d'abondance et moins de reproduction. Peut-être que Nicolas pourra répondre, après tu pourras en parler. Bah, oui, dû à des facteurs externes, on a les taux de natalité qui diminuent, tout ça, mais les grands algorithmes, les grands mécanismes de libération hormono-spontanée qui sont derrière la dynamique des populations humaines sont toujours là, et eux ont été sélectionnés par l'évolution et pourraient être modifiés artificiellement pour que les êtres humains aient un accord plus efficace entre leur nature émotionnelle et hormonale et les comportements qu'ils doivent avoir dans une société humaine fonctionnelle et plus évoluée. Mais est-ce qu'il faut rajouter un chromosome en plus quand on peut simplement inventer la pilule? Ça va être plus simple. Bah, c'est plus compliqué parce que le timeline touche vraiment beaucoup d'aspects des comportements humains. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir indiguer sur le long terme. Et juste prendre une pilule, moi ça me semble pas vraiment adapté. Je me parler de la pilule contraceptive. Hein. Ah oui, mais ça oui. Mais il y a son effet sur la population. Oui, mais les hormones qui sont responsables des comportements reproductifs humains pourraient être modifiées pour que les comportements humains soient dirigés vers autre chose. Et donc vers quelque chose qui sera plus bénéfique pour l'espèce sur le long terme. Par exemple, la poursuite de la... Si on avait un drive
vraiment émotionnelle vers la poursuite de la connaissance, quand on a un drive vers la sexualité, je pense que l'espèce humaine serait beaucoup plus évoluée. Non, c'était juste pour faire la remarque. Mais il n'y a pas que ce facteur-là. Parce que j'ignore tous les facteurs. Mais globalement, plus une société vit dans l'abondance, et moins tu auras de reproduction, parce que ce sera une contrepartie. En fait. Il y a aussi des modes de vie qui changent. On est beaucoup moins familiaux, on est beaucoup plus individualistes. Et donc, ça, on peut s'en faire sentir sur cet échelle évolutive. Oui, on interagit. Oui, mais c'est libre. Hein. Oui, je crois qu'il y a un autre facteur qui est au moins aussi important, c'est que pendant 2000 ans, on a asséné que la sexualité était avant tout reproductive. Et maintenant, on se rend compte que chaque personne a à peu près en moyenne 4000 coïts, dont 2 sont reproductives. Donc majoritairement, elle n'est pas reproductive, elle est hédoniste. La sexualité est maintenant faite principalement pour le plaisir, plus que pour la reproduction. C'est un changement. Que ce soit plus ou moins, en tout cas, elle n'est pas uniquement pour la reproduction. D'accord. Quelqu'un d'autre, peut-être? Oui. Parlons du concept Pensez pas bien fort, c'est parce qu'on enregistre. Vous voulez que je parle plus fort? Pour nous, parlons du concept d'ajouter un chromosome en vue de. Comment dire, comme une solution pour le time lag évolutif. Je n'ai pas très bien capté le concept. Est-ce que c'est quelque chose qu'on teste maintenant si vous pouvez nous éclairer plus sur ce sujet. C'est quelque chose qu'on teste maintenant, mais pas directement chez les humains. C'est quelque chose qu'on teste notamment chez les souris et les hamsters. On crée des chromosomes murins artificiels qu'on transfère ensuite dans des embryons de hamsters et pour exprimer un gène d'intérêt. On exprime un gène par exemple qui va être responsable d'une hormone, par exemple, qu'on veut ensuite isoler. On la met dans. On prend le gène qui code pour cette hormone, on le met sur un chromosome murin qui va être un chromosome spécifique sur lequel aucun autre gène sera exprimé que le gène qu'on veut. Et ensuite on met dans un embryon de hamster, on a le hamster qui va développer cette molécule qu'on veut sans problème. D'accord, donc on parle à partir du stage embryonnaire, donc ça voilà. On peut pas. D'accord. Enfin, juste une petite remarque, enfin, si on parle de technologie concernant les gènes, c'est que peut-être qu'on pourrait aussi parler de la technologie CRISPR, non? Ouais. Enfin, CRISPR-Cas9. Oui. Donc je voulais juste faire une petite remarque après, parce que je ne connaissais pas le concept. Après, la démarche CRISPR, c'est très difficile de modifier tout un génome, c'est une édition de gènes, somme toute très très limitée. Donc au final, on peut changer sur plusieurs cellules, et sur un organisme entier, et surtout sur une espèce entière. C'est très difficile. Je pense que, ça paraît irréalisable, mais peut-être avec un peu de... Sur un embryon non, sur un embryon, mais même un embryon avant, les difficultés sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on arrive à modifier un petit groupe de cellules, il faudrait vraiment le prendre, je sais pas, dans un état pré-embryonnaire, mais il y a déjà plus d'un millier de cellules 2 jours après. Donc, c'est totalement irréaliste. Et en plus, CRISPR a des gros problèmes de stabilité, c'est-à-dire que l'édition est souvent remplacée par de futures cellules qui arrivent après. Donc c'est une technologie qui a... Enfin, c'est pas un miracle, hein, c'est pas comme ça qu'on va créer les X-Men. Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de travail, il manque beaucoup de travail sur le sujet, mais j'écarte pas, personnellement pour moi, j'écarte pas la piste pour le moment. C'est très difficile. Et surtout, après, on ne sait pas les effets conséquentialistes de la modification des gènes. Oui. C'est-à-dire que modifier le génome, ça va apporter un nouveau équilibre dans une espèce ou dans un individu. Et ces effets sont très difficilement quantifiables. Parce que si on crée une bactérie qui arrive à manger le pétrole, qu'est-ce qui va manger d'autre? Qu'est-ce qui a besoin de pétrole? Le plastique. Donc c'est beaucoup trop dur à prévoir. On n'a pas du tout les moyens pour l'instant, que ce soit à la fois en application et à la fois en conséquentialisation. Quelqu'un d'autre? Moi j'ai une question un peu plus générale sur le transhumanisme.
Parce que en fait, tu as présenté des livres sur le pré-modernisme, le post-modernisme, et puis plusieurs idées autour du transhumanisme. Et je vais être peut-être un peu provocateur avec cette question, mais en quoi le transhumanisme diffère des philosophies de l'homme nouveau par les fascistes et les communistes du siècle dernier? Alors, tu veux dire l'eugénisme? L'eugénisme et puis la philosophie de l'homme nouveau. Quand on pensait qu'on allait pouvoir, à force de culture et puis d'assimilation culturelle forcée, forcer les gens vers un chemin évolutif avec l'homo soviéticus. Que je salue d'ailleurs. Ces philosophies fascistes, nazies, communistes et compagnie sont des formes de transhumanisme. Mais le problème, c'est que ce sont des formes de transhumanisme autoritariennes qui imposent une sélection des personnes et qui donc du coup impliquent une forme de violence envers les personnes, tandis que le transhumanisme n'est pas forcément, et l'eugénisme d'ailleurs, ne sont pas forcément la sélection de reproducteurs. Ça peut être vu comme un vaccin, ça peut être vu comme une amélioration, comme un chromosome supplémentaire qu'on inclut dans dans les embryons de tout le monde, et non juste des sélections de personnes en disant vous ne correspondez pas à nos critères, vous ne pouvez pas vous reproduire. Ouais, mais du coup, quelle est la limite entre avoir un comportement autoritaire et forcer tous les êtres humains à prendre le vaccin? Il y a un moment, c'est une excellente question. C'est comme la limite entre le libertarianisme extrême et le libertarianisme minarchique, par exemple, où on autorise le gouvernement à quand même une existence et à interdire certaines choses comme les meurtres, les viols et compagnie. Quand on regarde dans le contexte du paysage moral, du moral landscape, si on empêche l'extinction de l'espèce humaine par le transhumanisme, par la modification des génomes, c'est quelque chose qu'on est obligé de forcer pour empêcher l'espèce de s'éteindre. Donc c'est quelque chose qui est préférable à l'extinction par omission, par inaction. Pas forcément, parce que les espèces, elles évoluent, elles meurent. C'est le destin de toute espèce, en fait. Il n'y a pas d'éternité dans l'espèce, il n'y a pas d'éternité dans rien. Tout a une fin et tout va mourir de toute façon, dans tous les cas. Donc, pas forcément. Est-ce que si tu forces l'évolution, finalement tu changes quelque part l'humanité en tant qu'elle-même, donc on ne peut plus se redéfinir par rapport à l'avant, et on ne peut plus se redéfinir et être pas autoritaire sur l'évolution de l'espèce humaine dans un processus, comme tu le décris, de donner un vaccin aux gens, en prenant le truc de manière très vulgaire. Mais les espèces ne disparaissent pas forcément parce qu'elles s'éteignent, elles disparaissent aussi par transformation phylétique en devenant une autre espèce. Et le principe transhumaniste, c'est de permettre justement à l'être humain de ne pas s'éteindre totalement, mais de s'éteindre d'une certaine manière en devenant autre chose. Ouais, mais ce ne serait pas l'humain. Pourquoi ce ne serait pas l'humain? Si on est une autre espèce, ce ne serait pas l'humain. Oui, mais on préserve quand même notre lignée, on préserve quand même ce qu'on est dans le futur. Et mais la nature a réussi de toute façon à le faire dans tous les cas. Donc du coup, de votre point de vue, il vaut mieux que l'espèce humaine s'éteigne plutôt qu'elle devienne autre chose. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que si on fait le vaccin et qu'on devient une autre espèce, l'espèce humaine n'est plus l'espèce humaine. Et donc tu ne peux pas te redéfinir et te reprojeter de manière sociale et de manière intellectuelle dans une nouvelle espèce, parce que si c'est une nouvelle espèce, elle n'est pas comme nous, elle n'est pas dans le même système de pensée, le même système moral. Oui, bien sûr. Quand tu vas créer une nouvelle espèce, tu ne peux pas dire oui, mais non, on va laisser des êtres humains vivre comme des êtres humains, nous on va être évolués. Non, tu ne peux pas prévoir les conséquences sociales. C'est totalement, enfin pour moi, c'est aberrant. Soit tu vas de manière autoritaire, et ça je comprends le principe, je peux comprendre l'idée, soit tu ne le fais pas. Justement, je trouve très intéressant le point que tu soulèves, en fait. Le côté technique est intéressant, mais je trouve que ça manque de philosophie, et la frontière avec l'eugénisme, avec la théorie de nouveau est très mince. Là, tu as de bonnes intentions, tu cherches une évolution pour aller vers le meilleur, mais il suffit que ça tombe dans les mauvaises mains. Exactement. La frontière est très mince. C'est ce qu'on peut dire de toute technologie.
Et enfin, je trouve que tous les points que tu viens de soulever, justement, sont très intéressants et peut-être ta conférence ou ton exposé pourrait comporter un peu plus de ces questions-là, plus de problématiques en fait, par rapport à l'évolution sociale. Oui, la question sociale. Sociale et philosophique. Tout à fait. Parce que là, c'est très abrupt en fait, dans ta manière de présenter. Je te prête pas de mauvaise attention, mais ça fait vraiment, moi, quand j'ai vu la fin de la présentation, je me suis dit, ah oui, super, Homme Nouveau 2 de retour. Donc on va peut-être lever autre chose, le troisième bras, peut-être au centre du truc, je sais pas, mais c'était à mon sens, hein, et après j'y vais avec ma propre sensibilité et puis ma propre compréhension du sujet, c'était très abrupt. Il n'y avait pas la partie sociologique qui détermine énormément l'évolution humaine et puis même l'être humain en général. Ça manque d'humanité en fait. Oui, c'est bien de nous prendre comme des dinosaures et des fossiles vivants, parce que c'est exactement le sens de ta présentation. Tu nous as pris comme des fossiles vivants. Et donc nous, tu as nous, les humains. Les humains dans un ensemble, oui. Les humains en général. Et te prendre comme un fossile humain, c'est oublier la force adaptative qu'on a, qui est la plus grande. C'est pas forcément nos gènes, c'est notre manière de nous comporter. Non, mais j'en prends tout à fait conscience, hein, mais dans le cadre de la présentation, j'avais pas vraiment le temps de parler de tout ça. Je peux intervenir? Oui. Du coup, moi je suis membre de l'AFP, mais là je parle en mon nom, pas au nom de l'AFP, parce qu'on n'a pas tous des positions homogènes sur le sujet. Moi je suis communiste, je suis révolutionnaire, depuis que j'ai 17 ans. Et donc je pense que l'histoire de l'être humain, c'est passer de l'animalité pour venir à autre chose. Donc toute histoire d'un instant où les hommes ont vécu sur Terre, qu'ils ont fabriqué des outils, qu'ils ont cherché à se protéger par des outils, etc., à se défendre, etc., à évoluer. Dès l'instant où on a fait ça, on est venu autre chose que ce qu'on était programmé au départ. Et donc, le transhumanisme, pour moi, c'est... La technologie, ce sont à l'arrivée. Il y a des gens qui sont très riches, qui ne veulent pas mourir, qui veulent, etc., survivre à la fin de la Terre, etc. Donc la technologie, elle sera là. Et comme tu as raison, je pense que l'action, c'est social. C'est que, est-ce qu'on laisse des gens, minorités, avoir cette technologie et l'utiliser pour leur individualité propre? Ou est-ce que, démocratiquement, nous, on va être suffisamment prêts à prendre conscience de ce qui va arriver? Et actuellement, en France, on voit qu'il y a un débat entre le bio-conservateur et le transhumanisme, et je pense qu'il y a très peu de gens informés de la situation, et la technologie, elle va arriver dans les prochaines années, elle est quasiment déjà là, et je pense qu'il faut ouvrir un débat démocratique. C'est pour ça qu'on fait des conférences, que Nicolas est intervenu. Alors ça peut paraître noir, cette question des choses est un peu froide, mais ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un débat démocratique sur qu'est-ce qu'on fait de cette technologie, comme dit Nicolas. Une technologie n'est pas mal ou bien en soi, c'est l'usage que fait l'humain. Est-ce que ça va être un usage individualiste pour quelques riches, ou est-ce que ça va être un usage démocratique? Et l'AFT, c'est pour ça qu'elle existe, c'est une AFT qui est technoprogressiste. C'est comment utiliser la technologie pour le progrès du plus grand nombre. D'accord. Donc là, moi je suis d'accord avec toi, et je pense qu'on a les mêmes positions. Après, je suis communiste aussi. Voilà. Après, pour le transhumanisme, c'est-à-dire aussi qu'on va dire un transhumain. C'est-à-dire que l'humain, si tu prends au début de ce qu'il a expliqué, forcément, entre il y a 2 millions d'années et maintenant ce qu'on est devenu, on est déjà des transhumains, président. J'ai des lunettes, je suis connecté à mon téléphone, j'ai un ordinateur, on va avoir des prothèses. Je vis beaucoup plus longtemps que... la plupart des espèces meurent après la reproduction, moi je vis beaucoup plus longtemps que ça, et tant mieux. C'est juste une question de perspective. Parce qu'on parle de homme 2.0, on peut dire qu'on est maintenant homme 1.5. On a accès à des technologies, par exemple, j'ai accès à des connaissances infinies dans le portable. C'est quoi la différence que, si je prends mon portable maintenant et que je fasse une recherche pour répondre à une question très spécifique dans quelques secondes, ou que les technologies incorporées dans mon téléphone portable soient incorporées directement, d'une façon directe à mon cerveau. Il n'y a rien vraiment, il n'y a rien de... Alors on peut dire que Homme 2.0 avec un dispositif connecté directement dans mon cerveau, ou Homme 1.5 ou Homme 1.2 avec un téléphone portable. Moi je pense que c'est juste une question de perspective, et que les effets sociaux, on peut les étudier déjà, et on peut les projeter, mais on ne peut pas être sûr à 100%. C'est juste, je pense que les questions qu'on se pose, elles sont très normales, elles sont très naturelles, et c'est très, ça prouve que
que nos cerveaux fonctionnent. Hein. C'est juste, on ne sait pas ce qui va se passer et on essaie de prévoir ce qui va se passer. C'est ce que je pense. Il y a une grosse différence, donc si je suis membre de l'AFP, je ne suis pas communiste par contre. Non, c'est très bien. Je suis techno-progressiste. Voilà. Ça nous en bien aussi. Voilà. Par contre, je pense qu'il y a une grosse différence entre le transhumanisme. Je suis d'accord, il y a le risque génique qui est là. Il y a une grosse différence entre le transhumanisme et le eugénisme du XXe siècle. C'est cette notion que c'est du bottom-up, le transhumanisme. C'est chacun, du bottom-up, c'est chacun va choisir ses améliorations. On ne va pas imposer un idéal humain où tout le monde doit tendre. Et dans le but, finalement, on impose un idéal humain vers ceux auquel tout le monde doit tendre, mais on nettoie un peu au bord ceux qui ne correspondent pas à l'idéal humain, et c'est là où on fait le plan génocidaire, où on fait des gens qui vont massacrer le monde, puisqu'on a cet idéal qui est en train de venir. Il n'y a pas ça dans le monde. Il n'y a pas cet idéal humain qu'on doit atteindre, il n'y a pas cette option-là. Il y a cette idée que la technologie est là, permet de nous améliorer, et pourquoi pas l'utiliser pour nous améliorer, pourquoi pas aller aussi loin que nous permet la technologie tant que c'est sécure. Après, l'être humain qui arrivera derrière, je ne suis pas d'accord sur le fait de pouvoir dire que c'est plus l'être humain. Ça sera toujours l'être humain, mais ce sera plus Homo sapiens. Ça sera plus l'espèce Homo sapiens, ça sera une autre espèce. Il nous reste environ 5 minutes. Hein, donc, si tout le monde peut prendre la parole aussi, vas-y. De ce point-là, et je ne suis pas d'accord parce que en fait, dans le transhumanisme que tu décris, qui est principalement un transhumanisme d'accord, un transhumanisme c'est là, tu vois, le plan de marge, c'est tout le monde là. Si le transhumanisme que tu présentes, c'est un transhumanisme d'amélioration, d'augmentation. Donc là, je suis d'accord avec toi. Principalement. Parce que quand tu fais un transhumanisme d'augmentation et d'amélioration, tu peux toujours appeler ton espèce l'expression humaine. Mais si tu élimines quelque chose qui est inhérent à la manière dont on a évolué pendant des milliards d'années, comme toutes les espèces ont évolué depuis des milliards d'années, je ne suis pas sûr qu'on puisse, à l'issue de ce processus-là, de transhumanisme-là, celui qui a été présenté, nous rappeler être humain à la fin. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. J'ai dit que je ne pense pas que ce soit possible si on devait être honnête intellectuellement. On peut prendre une dernière question d'intervention et après on peut continuer de discuter si vous voulez. Moi je suis libre pour discuter volontiers dans la café au-dessus. Et après il y a une conférence qui est arrivée, donc une dernière question d'intervention si vous voulez. Et après on discute en haut. Non, c'est intéressant. Mais je vois pas en quoi tu te focalises sur la définition de l'être humain en fait. Je veux dire, quelle est l'importance si l'espèce qui arrive après est toujours humaine ou pas? Ce qui est important, c'est ce qu'elle est capable d'effectuer. Et le bien-être parmi les membres de ça fait rebondir justement. Enfin, pardon, mais moi, c'est l'impression qu'en fait, la technologie prend le dessus sur l'esprit. Enfin, Non, la technologie modifie l'esprit. Mais pourquoi? Pourquoi modifier l'esprit? L'esprit humain est complexe. Oui, mais parce qu'il y a timeline, parce que l'esprit humain a évolué dans des conditions complètement différentes de celles d'un pion environnement et qu'il n'y est pas adapté. Moi, je pense qu'on est juste, l'évolution est là. Enfin, on a étudié. La seule différence entre les premiers Homo sapiens et nous, la différence entre les premiers Homo sapiens, enfin les premières races humaines, et entre nous, c'est qu'on est conscient que l'évolution existe. Du coup, c'est seulement là. La différence, c'est seulement là. Tu veux juste rajouter un mot? Juste une minute. En substance, j'ai juste une question à poser. L'évolution humaine par le transhumanisme est évidente, mais j'ai une question morale à poser. En quoi est-ce une amélioration? Peut-être qu'on pourra en discuter autant d'années. Voilà, ce que je vous propose, parce que le débat est très intéressant, passionnant même, mais en fait il y a une question.